ma sœur, bouge ton corps toi aussi. Vas-y mon gars, bouge ton scooter. Ouais, coquin. Petit pays en Amérique, assez bien, qui veut ne pas montrer son passé, mais le passé, qu'il veuille ou non, ressort et on est obligé de la raconter. C'est la première fois qu'une équipe de télévision d'Algérie, donc du Maghreb, vient en Guyane pour traiter ce sujet. Donc la Guyane a une part d'Algérie et d'Algériens, et donc l'Algérie a une part de Guyane qui sommeille en elle. Cayenne, ville qui respire l'histoire, terre punitive qui symbolise les bagnes de Guyane dans la mémoire collective. Pendant notre séjour en Guyane, nous avons rencontré le docteur Riyad Beljilali, qui a choisi de s'y installer malgré les réticences de sa famille. Ma mère, au début de mon projet, elle m'a dit, donc elle a un petit peu pas apprécié beaucoup ce départ en Guyane. Du fait que elle me répétait tout le temps, Cayenne, c'est l'exil, c'est partir très loin. Et donc, ça n'a pas été dit dans des mots très, très explicites, dans le sens, c'est l'exil bagnard pour les Algériens, où en disant un peu, on part en Guyane ou à Cayenne, ça fait un petit quelque chose de négatif. Médecin à l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni dans les années 60, le docteur Roger Pradino a soigné les anciens bagnards. Aujourd'hui, il mesure le poids du mot Cayenne. Le regard des autres, la pensée des autres, c'est tellement important. Moi, quand je suis allé en Guyane, au moment où j'allais partir pour prendre le train pour Paris et l'avion parisien, mon frère Bernard, qui était licencié en droit, diplômé de sciences politiques, me dit « Tu es nommé à Cayenne ?» Il m'a dit, je lui ai dit oui, il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait? Et c'est vrai que chez nous aussi, en France, tu ne te tiens pas tranquille, tu iras à Cayenne. On disait aux enfants, tu finiras à Cayenne. Cayenne, c'est une grande blessure. Cayenne, je ne sais pas si cette plaie va se refermer un jour. Ce type de digue-là correspond aux grands travaux de la ville de Cayenne, effectués par les bagnards à la fin du 19e siècle. Donc toute la main-d'œuvre qui arrivait d'Europe, de France, des colonies, d'Algérie. Donc on utilisait la main-d'œuvre du bagne pour effectuer tous les travaux pénibles de la colonie. Donc c'était, peu après l'abolition de l'esclavage, c'était évidemment une main-d'œuvre rêvée et une main-d'œuvre quasiment gratuite. Une main-d'œuvre qui a construit les infrastructures de la Guyane. Des constructions qui ont défié le temps. L'architecture de l'époque est omniprésente dans cette ville. Le visiteur est interpellé par ces bâtisses au cachet colonial, construites avec des briques fabriquées autrefois par les bagnards. Elles ont conservé leur couleur vive. بديت نروح شويه نخمم حبيت نشوف البلاد واحد البلاصه يقول له لا بلاص تنميشت تحتها كبيره فيها صنوبر تجوع بغيت نشوفها يعني بغيت نشوفها ولكن الحبس هذا ما نشوفهاش كي نشوفه يدير هذا ولا الناس الى هذاك البلاص بغيت نشوف هذا. La place des Palmistes accompagne les souvenirs d'Ali Belhouts. Cette place était un refuge pour les bagnards libérés errant dans la ville. Elle est aujourd'hui un lieu de mémoire qui fait la fierté des Guyanais, avec son jardin et ses palmiers centenaires au milieu desquels se dressent des stèles qui immortalisent l'histoire de la Guyane.
particulièrement le bagne et l'esclavage. Ici, on vénère les hommes qui font partie de la mémoire collective. Cette statue représente un Guyanais avec Victor Schœlcher, l'homme qui a rédigé la loi sur l'abolition de l'esclavage en 1848. Tout près de la place des Palmistes se trouve le musée départemental de Guyane. Dans la mémoire collective, Cayenne, c'est le bagne. Ça va avec ça. Il y a aussi l'enfer vert, l'Amazonie. Et puis sur l'énergie avec la Guyane, c'est Kourou et c'est Ariane, la fusée et l'espace. C'est un petit peu les trois stéréotypes qu'ont les visiteurs qui ne connaissent pas la Guyane et qui arrivent ici pour la première fois. Un lieu de conservation et de préservation de cette mémoire empreinte de souffrance, représenté par ces toiles de Francis Lagrange, qui a passé 14 ans dans les différents bagnes de Guyane. Ces œuvres sont un témoignage de ce qu'il a vécu. Des toiles qui représentent des scènes du bagne, les tranches de vie des bagnards, leur départ, leur vie à l'intérieur du bagne, les travaux forcés, les exécutions, leur vie après le bagne pendant le doublage. Les visiteurs sont très intéressés par ces toiles parce qu'elles représentent vraiment la vie des bagnards. Ça fascine, ça questionne les gens, ça leur montre la dureté de la vie de ces bagnards. Aujourd'hui, on regarde les choses en face et les choses changent. Avant, là où on détruisait les vestiges du bagne, aujourd'hui, on les met en valeur. Les vestiges sont omniprésents dans cette ville qui respire l'histoire. Et la préservation et la restauration de ces sites est aujourd'hui une priorité. Oui, c'est un monument historique qui doit être conservé comme un témoin, comme un objet qui témoigne du temps passé. Mais c'est aussi un abri dans lequel on va pouvoir regrouper les collections des musées, des archives. Ça sera aussi un endroit où il y aura des expositions temporaires, où on présentera des artistes contemporains. Vraiment que les jeunes s'approprient la chose. S'impliquent. Une autre ville imprégnée du bagne, Saint-Laurent-du-Maroni, où nous plonge Marie Bourdeau, responsable du patrimoine. Il nous rappelle fortement cette ambiance coloniale. Pour moi, mon premier rapport avec le camp de la transportation, c'est un lieu qui est un lieu de souffrance, de douleur et qui ne laisse insensible personne. À Saint-Laurent-du-Maroni, même décor, une atmosphère inquiétante, oppressante par la présence du fleuve Maroni. Nous sommes devant un passé bien présent qui ne laisse pas indifférent. Cette commune pénitentiaire a laissé des traces, des stigmates sur le territoire de Saint-Laurent, notamment dans la mémoire collective, mais aussi comme on peut le voir au camp de la transportation, par la présence de ces bâtiments liés au patrimoine carcéral ou liés à l'architecture coloniale.
De la maison où j'habitais, là, en face de l'église, je voyais passer tout un groupe d'hommes habillés avec leur costume rouge et blanc, la vareuse et le pantalon, avec le chapeau en paille à bord très large, qui passaient devant chez nous, qui sortaient du camp pour aller ici, là, aux cultures. J'ai quand même connu des bagnards. Et il était prêté aux familles pour faire le ménage, pour faire emmener les enfants à l'école. Ça dépend de l'instruction du bagnard. Moi, j'avais un mathématicien qui me donnait des cours d'arithmétique avec mon frère, parce que j'avais un frère qui ne pouvait pas aller à l'école. Donc, il nous donnait les cours à la maison. Mon père était directeur des postes à l'époque et qu'il utilisait beaucoup les Algériens, enfin moi j'aime pas dire baillards, les Algériens, je sais pas pourquoi ils sont venus, hein, ça ne me regardait pas. Ils cousaient les sacs postaux, enfin ils travaillaient pour mon père à la poste. Voilà comment j'ai connu les Algériens. Et ils allaient en corvée, tantôt dans les jardins c'était pas encore la sous-préfecture, c'était la maison du colonel pénitentiaire. Et tantôt, ils allaient pour nettoyer les routes. C'est eux qui coupaient le bois pour le charbon. Ils allaient en wagon pour aller couper le bois. Et tous ceux qui travaillaient dans Saint-Laurent passaient pour nettoyer les maisons des surveillants militaires. C'était des gens malheureux, qui ont beaucoup souffert. Ça se voyait physiquement. Si ils ne faisaient pas leur temps de mettre de mur, ils étaient fouettés. Il y a des restes, hein, les doigts cassés, les traces de fouet dans le dos. Il n'avait même pas besoin d'en parler, ça se voyait. Donc on a eu beaucoup de bien de ces gens-là, je vous le dis. Vous dites... Ah oui, non, je trouve que c'est dur de les faire devoir pour un crime, comment les a menés et comment ils ont été gentils vis-à-vis de nous. Parce que nous n'avons pas été responsables de leur problème. Et je trouve inhumain. Si c'est vrai ce qu'il m'a raconté, ça ne méritait pas de venir au bagne. Hein. Briser la vie d'un gosse à 18 ans, parce qu'il n'en sortait pas ici. Il nous racontait toutes les histoires de l'Algérie, oui. Mais nous l'aimions beaucoup, il faisait partie de la famille. Est-ce qu'il vous parlait de l'Algérie? Non. La mémoire guyanaise rapporte qu'autrefois, la plupart de ces magasins appartenaient à des Algériens. Les Algériens tenaient toute la ville pratiquement. Si aujourd'hui, au niveau du commerce, c'est les Chinois, du temps du bagne, c'était les Maghrébiens. Comme aujourd'hui on dit on va chez le Chinois, à l'époque on disait on va chez l'Arabe. Et c'était ça. Par conséquent, ce sont des personnes qui ont construit avec tout le monde la vie de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc il n'y a pas de honte du tout à avoir à tout cela. Et ce marché était approvisionné par le produit de leur culture. Ils étaient très polis et très généreux surtout, parce qu'avec leurs légumes, ils nous gâtaient, ils donnaient toujours plus que moins. Donc ils étaient des commerçants? Oui, c'est plus commerce, culture. Ils ont fait tout le marché des légumes de Saint-Laurent était alimenté par les cultures faites par les condamnés de l'époque. Il n'y avait pas beaucoup d'agriculteurs, seuls ceux qui faisaient les produits locaux. Et tout ce qui était maraîcher, c'était eux. Nous rendons visite à Christian Guillemot, dit Papa G, à l'association Mama Bobi, qui s'occupe de la promotion de la culture guyanaise et de la transmission de la mémoire. Hachadou, hachadou.
Il nous accueille avec le refrain de l'hymne national algérien. Ma famille a quitté l'Algérie en 1974 et je garde les souvenirs émus de ces 20 années pleines que j'ai vécues comme un Algérien, si je puis dire. Quelques rares villages qui portent le nom arabe, c'est parce qu'un Arabe s'y est installé et qui fait un appontement, qui construit un mur, qui creusait un puits. Surtout les puits. Les Arabes étaient connus pour la faculté qu'ils avaient de creuser des puits. Haïm, les sources. Et c'est vrai que sur le fleuve, on se souvient notamment de tel ou tel puits ou telle source qui avait été mise à jour par des bagnards d'origine nord-africaine. Au cours d'un siècle de présence au bagne de Guyane, les Algériens ont laissé des souvenirs dans la mémoire guyanaise. Un bagnard qu'on appelait Ali, qui était, ça je suis certain, algérien, parce que mes parents me le disaient, et il fabriquait du charbon d'origine forestière, charbon de bois. Et puis le second nom de bagnard, c'est Djelali, qui était un ancien bagnard donc, de Mana. Et Djelali élevait des bovins à Mana. Et j'ai un troisième souvenir quand même des bagnards arabes à Mana, c'était eux notamment qui ramassaient les matières fécales des habitants de Mana. Tout le monde connaissait Bachir parce que Bachir c'était l'épicier du coin. C'est cette image-là, Bachir, je le vois avec sa petite casquette, avec son tricot. Je connais Léon, là, mon fils est tout petit, mais je partais, je pouvais le laisser carrément avec eux. Au contraire, il le gâtait de trop. Ça pour vous dire. Il portait des valeurs. Oui, il portait des valeurs, ça, oui. Pour moi, j'ai gardé de bons souvenirs des gens qui étaient libérés. Ces gens-là avaient des professions à la disposition des gens de Saint-Laurent. Tous ces métiers qui sont perdus là maintenant, eh bien, les bagnards les exerçaient. Le regard de Marine Coquet est figé sur la statue intitulée « La peine du bagnard », qui personnifie la douleur vécue par tous ces déportés pendant et après le bagne. La population carcérale, une fois libérée ou en première classe et autorisée à sortir du camp, est stigmatisée. Quant aux Algériens qui sont restés en Guyane, le bagne les a poursuivis toute leur vie. Une véritable malédiction. Bien, ceux qui ont eu de la chance ont fondé des familles créoles, donc avec les Noirs, les femmes créoles du pays. D'autres sont morts célibataires parce que bon, il y avait quand même préjugés terribles vis-à-vis des bagnards, notamment musulmans et même européens. C'était pas évident parce qu'on les appelait attention popotes. Popote, c'est le plus bas niveau de l'échelle sociétale guyanaise. Popote, ça veut dire qu'en dessous du popote, il n'y a plus rien. Ok, donc lorsqu'un bagnard est insulté de popote, ça voulait dire vaurien. Hein. C'était l'insulte suprême adressée à un bagnard. Ils étaient stigmatisés. On les appelait popotes, bicots, vieux blancs, des mots blessants. Un lourd fardeau qu'ils portaient en silence. Ce sont des Arabes, ce sont des salbicots, ce sont des bougnoules. Mais j'ai connu tout ça. Après toutes ces années de souffrance au bagne, ces mots traumatisants leur collent à la peau, impactant durablement leur vie. Je pense que c'est des gens qui, comme les gens que je côtoyais en prison, ou comme les gens qui sont revenus des camps de concentration, m'ont fait saisir toute la misère psychologique
tout l'effondrement des personnalités qu'il peut y avoir lorsque des gens qui ont commis des actes X, Y, d'une intensité variable, que ce soit un petit vol de rien du tout ou un grand meurtre, sont marqués à vie par l'univers concentrationnaire. Et ça, c'est quelque chose de psychologiquement très marquant. Vous voyez, quand on a affaire à des gens qui ont eu des souffrances d'éloignement de la famille, d'éloignement des amis, d'éloignement de leur village, etc., et qui se sont retrouvés dans des milieux contaminants, hein, dans des milieux où il y a des choses transmissibles, que ce soit des maladies organiques ou des sévices, etc. Et il faut comprendre que c'est quand même ça le pire des tourments. Eh bien, il n'y a rien de plus humiliant. Et à mon avis, je crois que c'est ça que je retiens le plus, beaucoup plus que les cancers de la peau, beaucoup plus que les maladies pulmonaires, beaucoup plus que même la lèpre, parce qu'on les a tous guéris. Vous voyez à peu près? C'est cette souffrance psychologique. Le docteur Pradino n'est pas sorti indemne de son contact avec les anciens bagnards qu'il a soignés pendant plus de 60 ans. Des années lourdes qui n'ont pas libéré leurs paroles. Vers la fin de leur vie, ces bagnards évitaient de parler de la cause pour laquelle ils étaient venus. Je crois que les gens ne veulent pas qu'on parle de leur passé, et dire que leurs parents étaient bagnards. Je n'osais même pas parler du bagne devant lui. Non, il ne parlait pas de ça. Il n'a pas raconté directement, ce sont mes tantes qui m'ont raconté un peu à côté, mais lui, il ne parlait jamais de ça. Autrement, je vois mon jardinier qui était donc Kamel, qui était algérien, il ne m'a jamais raconté pourquoi il avait été au bagne. Par contre, comme il boitait beaucoup, il m'a raconté qu'il avait eu une tuberculose, avec une tuberculose osseuse. Je vais même vous dire une chose, c'est pas très fréquent que les gens racontent leur vie de carcérale, leur vie de bagnard ou leur vie de camp de concentration. Il voulait parler bien de tout, sauf du bagne, sauf de sa vie de bagnard. D'après vous, pourquoi? 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 Surtout pour le bagne, pour eux, ça a été horrible. Dans nos familles, on nous défendait de les regarder d'une autre façon que comme des hommes qui souffraient. Point final. On ne devait pas les insulter, on devait les aider s'ils avaient un besoin quelconque. Une punition transmise d'une génération à l'autre, comme un héritage maudit. العقوبة تنتقل من الجد الأب الحفيد جيل الجيل. C'était effectivement une plaie pour la Guyane. Venir au bagne, c'était indélébile après. Ça suivait même une génération. Quand on allait à l'école, on nous appelait le petit-fils de bagnard ou des choses de ce genre. C'était considéré comme une insulte. C'est pour ça que pendant longtemps... Vous faisiez mal? Oui, à l'époque. Bon, quand on est gamin, pas tellement, c'est plutôt ma tante ou ma mère que ça touchait davantage quand on rentrait et qu'on racontait ça.
On commence à avoir des pages, des chapitres sur l'esclavage. Ce n'est pas encore le cas pour le bagne. Comme le disaient les jeunes, de visiter les cellules d'aujourd'hui pour voir combien leur vision était quasiment dramatique et inhumaine et qu'ils n'avaient d'autres possibilités, finalement, la déchéance. Pour ceux qui s'en sont sortis, eh bien, c'est bien. Pour les autres, nous ne pouvons avoir que de la compassion, de la pitié ou de l'oubli. Un oubli qui n'a que trop duré, que les autorités guyanaises veulent maintenant briser pour ressusciter ce patrimoine, le protéger et le valoriser. L'arrivée de Léon Bertrand, petit-fils de bagnard à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni, a insufflé une nouvelle ère pour le bagne. Pour beaucoup, le bagne, c'était l'image négative, c'était une verrue sur la terre guyanaise qu'il fallait purement et simplement raser. Le bagne, pour moi, il n'y en a pas eu 36 comme ça dans le monde. Il est unique, par conséquent, il est connu pour ce qu'il est, mais parce qu'il est comme ça, il faut l'utiliser comme élément de rayonnement. Eh bien, plus nous irons et plus ce rayonnement sera grand grâce à un handicap qui pour nous devient chaque jour de plus en plus un atout. Michel Collardel, archéologue chargé de la restauration des sites pénitentiaires de Saint-Laurent-du-Maroni, se souvient de l'état d'abandon dans lequel il a trouvé ces lieux. Et je peux même vous dire que le camp de la transportation à l'époque où je suis arrivé à Saint-Laurent était impraticable. On ne pouvait pas rentrer dedans tellement la végétation avait repris ses droits. C'était émouvant, ça pose des interrogations, c'était émouvant et c'est vrai qu'on l'oublie vite une fois que les choses sont refaites. Elles sont refaites pour amener du plaisir et de l'utilité à notre société actuelle, mais quand on rentrait dans les bâtiments qui gardaient tout ce témoignage de l'histoire, oui, c'était assez émouvant quand même. Restaurer le bagne, c'est en faire un lieu de rayonnement, de culture, d'histoire et de mémoire. Le mettre en valeur quand même parce qu'il a souffert. Donc on a une action énorme et très étendue. Et en même temps, le faire vivre parce que... Donner vie à ce patrimoine. Voilà, parce que si on restaure un bâtiment mais qu'on met rien à l'intérieur, ça ne sert pas à grand-chose. Nous, notre but, c'est de lui faire peau neuve et de le faire vivre à nouveau avec une nouvelle activité à l'intérieur. Ça participe à réhabiliter, je pense, la mémoire de ceux qui sont passés par là. Parler des bagnards qui sont passés par là, c'est faire découvrir au public ce qu'ils ont vécu en ces lieux. C'est reconnaître leur souffrance. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est extrêmement important pour la préservation d'une mémoire et d'un moment important de l'histoire. Une renaissance, un développement, quelque chose qui est bien au-delà maintenant de l'histoire du bagne, même si c'est la transportation et le bagne qui a donné naissance à Saint-Laurent-du-Maroni. Le travail sur ces lieux ne laisse pas indemne. Les ombres des bagnards sont omniprésentes. Elles côtoient l'équipe qui travaille ici. Des conditions de travail qui sont évidemment pas faciles et surtout pas anodines. C'est-à-dire que tous les matins, quand on fait le parcours du transporté et qu'on se rend dans ces cases de première classe, on a bien entendu une pensée pour eux. Et quand on repart le soir chez nous, on a encore une pensée pour eux. Assez unique comme expérience. Ces murs qui sont marqués par les hommes qui ont souffert, c'est ces barreaux partout. Tout d'un coup, je réalise que je suis dans un lieu où énormément de gens ont souffert et c'est pas évident. C'est pas évident à gérer tous les jours, quoi. Il y a aussi une véritable conscience. C'est-à-dire que le silence de l'État français sur cette histoire et le silence des Guyanais aussi sur cette histoire propre au territoire fait qu'on se sent forcément investi d'une mission. Ça serait beaucoup dire, mais en tout cas, on a envie de rendre hommage à ces gens. Parler d'eux, c'est les faire exister. Ce site est devenu un lieu incontournable pour les touristes, des visites qui les plongent dans l'histoire du bagne.
Très souvent, ils sont marqués de leur passage. Ils trouvent que c'est un lieu qui a un poids très lourd. Et donc quand ils ressortent de ce camp, ils sont beaucoup marqués par les conditions des bagnards qui ont vécu dans ce camp. Ils marquent leur passage en confiant leurs ressentis poignants dans le livre d'or du camp de la transportation, dans lequel nous lisons. Histoire émouvante des bagnards, j'en suis bouleversé. Que d'horreurs vécues entre ces murs. Des murs chargés d'histoires, grandes et petites, avec beaucoup de souffrances, où l'humanité trouve difficilement sa place. Une histoire autant tragique qu'émouvante. J'ai eu des gens qui ont versé des larmes, des gens qui n'ont pas fini la visite, parce qu'ils étaient trop touchés, n'ont pas pu continuer. Donc ce sont des choses qui m'ont marqué par rapport, on va dire, au quotidien. Pour les descendants algériens, pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir avoir ici un espace de reconnaissance de cette histoire, de leur parcours au bagne. Et on va essayer de se faire écho de leurs demandes qui sont assez nombreuses. On sait bien que les descendants d'Algériens, de transporteurs algériens, essayent par tous les moyens de connaître l'histoire de leurs grands-parents qui étaient ici et qu'il y a un silence tout à fait terrible sur le passage des condamnés coloniaux au bagne en Guyane. Donc on va essayer de leur rendre hommage le plus fidèlement possible. Voilà. En effet, 85 ans après l'abolition de la transportation, cette plaie faite de honte et de non-dits est toujours béante chez les familles de déportés. Il y a de nombreuses familles qui, même si aujourd'hui ils cachent un peu cette histoire, ont fait souche ici. Quelquefois, lorsque vous regardez dans l'annuaire, vous voyez des noms arabes. Ce sont des noms qui ont peut-être 50, 60 ans, voire un siècle de présence en Guyane. Les familles aujourd'hui sont très métissées et ne savent plus vous dire d'où vient le nom, mais on sait que ce sont souvent des gens qui ont été déportés. Il y a énormément de familles à Cayenne. Bon, on en connaît certains parce qu'ils ont pignon sur rue, mais il y a énormément de petits-fils de bagnards et tout. Ils ne disent pas, mais il y en a beaucoup. Moi, je connais. Mais je ne peux pas donner les noms ni rien, ça serait pas sympa. Mais moi, ils savent que je connais et je ne dis pas non plus. On nous avait inculqué le respect de la souffrance des bagnards dans nos familles. Et vous ne pouvez pas nous aider? Non. Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Parce qu'ils ne veulent pas s'étendre là-dessus. Il y a beaucoup de petits-enfants qui ne disent pas que leur grand-père était bagnard. Donc il y a des raisons. Peut-être les Algériens veulent bien, mais eux, je ne pense pas qu'ils soient d'accord. Pas tous. Donc il y a cette espèce de refus de l'histoire, de refus de la situation et un essai d'oubli. Donc un essai d'oubli de cette histoire familiale qui s'est faite dans la douleur et dans le drame. On veut les oublier, les bannir une deuxième fois. Certains d'entre eux ont été jetés en pâture aux requins dans l'océan, ne laissant aucune trace. Et pour ceux qui ont eu la chance d'être enterrés dans un cimetière, leurs tombes sont anonymes. On leur constate le décès et puis c'est la morgue et puis ensuite le cimetière, dans un coin sans famille. C'est là où étaient enterrés les bagnards en général, parce que souvent quand on fait une fosse, on trouve malheureusement plusieurs crânes ou plusieurs fémurs. C'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'à cet endroit-là, c'est là où il y en avait le plus. Dans les autres endroits du cimetière qui sont occupés, tout ça, on en trouve peu. Mais ici, tout ce qui est ossement, tout mélangé, c'est dans tous ces carrés-là, qui sont appelés à disparaître, puisque automatiquement on a besoin de place et on fait en sorte d'aménager le cimetière au mieux. Il n'y a plus de traces? Aucune trace, sauf quand on creuse de temps en temps.
Voilà, c'est tout. C'est la seule. On n'a pas non plus de d'ossuaire, donc on ne sait pas vraiment. On n'a aucune identité des gens. Voilà. Il n'y a plus rien. Il n'y a que des ossements par-ci par-là quand on creuse. Oui, le temps a effacé leurs traces. Là, vous avez une tombe d'une personne d'origine musulmane qui est d'une famille saint-laurentaise connue. C'est la famille Lalemia. Bon, ben, elle n'est pas très entretenue, mais voilà, ça s'en fait partie. C'est une des rares qu'on a dans le cimetière. Ici, une tombe anonyme. On nous dit que c'est celle de Lalemia Abdallah. Qui est-il ? Nous voulons en savoir plus. Il semblerait que c'est une personnalité connue. Lalemia que je connaissais, qui était un Algérien, je pense que c'était un Algérien, il tenait un café pas très loin de chez nous. Je connaissais plutôt sa femme, qui était bien plus jeune que lui. Elle s'appelait Léonore, on l'appelait Nonor. Elle riait tout le temps, cette dame-là, elle est toujours gaie. Et le monsieur, ben, il tenait un café. Il était plus âgé qu'elle. Et un souvenir, je ne peux pas vous dire exactement, puisque je ne le fréquentais pas, mais c'était quelqu'un d'honorable. À Saint-Laurent-du-Maroni, après de longues recherches, nous avons fini par retrouver son plus jeune fils, Lalemia Jacques, qui accepte de nous recevoir après avoir beaucoup hésité, car le poids et la honte du bagne le poursuivent toujours. À notre grande surprise, il ne sait rien de l'histoire de son père. Je ne sais pas, peut-être que si je rouvre le dossier, peut-être, je ne sais pas. Si ça sera un petit peu dur de voir la réalité de tout ça pour faire souffrir de laisser close comme ça sera mieux. Parce que dans l'histoire, peut-être qu'il y a des trucs qui est blessant. Je préfère pas. Lalemia Abdallah est condamné à 7 ans de travaux forcés en 1928, avec une durée égale d'obligation de résidence, soit 14 ans en Guyane. Il est déclaré apte à être occupé à des travaux de colonisation sous tout climat. Il a été déporté en Guyane en 1930. Il n'a jamais parlé de sa période, s'il a vécu autant à Saint-Laurent, le truc du bagne. Vous ne parlez pas du bagne? Non. Et de l'Algérie, est-ce qu'il vous... Non plus. Nous avons retrouvé dans son dossier du courrier une lettre de son frère envoyée d'Algérie le 19 avril 1930, quelques mois après sa déportation. Elle est adressée au directeur de l'administration pénitentiaire. Maurice, le 19 avril 1930. Monsieur le directeur, j'ai l'honneur de solliciter de votre très haute bienveillance de bien vouloir me renseigner au sujet de mon frère, le nommé Lalemia Abdallah Ben Chérif, matricule 3634. Il a été transporté à destination de la Guyane le 1er février 1930. Depuis ce jour, monsieur le directeur, je suis sans nouvelles. Il reçoit en réponse Saint-Laurent le 20 juin 1930. Le directeur de l'administration pénitentiaire à monsieur Lalemia Ali. En réponse à votre lettre du 19 avril dernier, j'ai l'honneur de vous faire connaître que Lalemia Abdallah Chérif jouit actuellement d'une bonne santé et se conduit bien. Il a été invité à écrire à sa famille. Après sa libération, il a choisi de rester en Guyane et s'est installé à Maripasoula où il a créé des commerces. Mon père, il a fait de l'élevage de choses, comment on appelle ça, de bœufs, les vaches et les poulets. Abdallah Lalemia est devenu une personnalité reconnue dans la ville de Maripasoula, qui après sa mort en 1972 lui a rendu hommage en donnant son nom à une avenue. Pourtant, sa tombe est restée anonyme. Vous avez des lieux où les bagnards ont marqué de leur présence l'édification, par exemple, de dégrades, ce qu'on appelle un dégrade, c'est-à-dire un appontement. Souvent, c'était des gens, pas toujours, mais souvent des gens qui avaient déjà
des compétences, qui n'étaient pas toujours d'ailleurs reconnues par l'univers carcéral, mais dès lors qu'ils avaient pu s'échapper, étaient reconnus par les gens qui les accueillaient. La Lamia Abdallah est partie sans revoir l'Algérie et sans rien transmettre de son histoire à ses enfants. Ce que j'ai appris, c'est de dire Inch'Allah et puis Salam alaikum. Le reste, chaque fois j'ai trouvé des habillés d'Algérie qui voulaient m'apprendre. Je suis allé chez eux et puis ils n'avaient jamais le temps. Je ne connais pas. C'est dommage. Pendant notre séjour, nos tentatives de rencontrer des descendants sont restées vaines. Et les rares que nous avons pu retrouver ont refusé de témoigner. Pour eux, l'histoire du bagne est une histoire à oublier. La souffrance, on la sent en les côtoyant un peu, le quotidien de ces personnes est pratiquement chargé par cette histoire qui est ancestrale, mais qui reste toujours là, présente, qui influence leur vie. De ce fait, donc, les gens essayent d'oublier cette histoire, donc, ce cataclysme qui a touché leur famille. Parce que ça a été, pendant des décennies, ça a été occulté, bien sûr, un secret de famille total et quelque chose d'infamant. Moi, je pense pas que ça leur fait plaisir d'avoir un grand-père bagnard. Je sais pas, je pose pas de questions. C'est une thérapie pour les familles, hein, le fait d'en parler. Et puis de voir que c'est un Guyanais, c'est important que c'est un Guyanais qui parle de l'histoire de son pays. Ce n'est pas un Européen. Notre déplaise aux Européens, ça c'est un facteur qui est capital. Moi j'ai été le premier Guyanais à parler du bagne, au point où on me disait mais attends, on a rien à foutre du bagne. Le bagne n'intéresse personne, le bagne a sali la Guyane. Mais je leur disais justement, notre rôle, nous, c'est de dessalir la Guyane. On va la rendre propre, nous, en prenant l'histoire de notre pays en main, et puis en la formulant différemment, et de manière à assumer aussi le passé de nos familles. Parce que bon, encore une fois, mon père n'a jamais fait du bagne en complexe, ma tante non plus. Quand mon père parle du bagne, pour lui, c'était la période glorieuse de la Guyane. Leurs descendants, 2 ou 3 générations plus tard, se rendent compte qu'il faut qu'ils viennent sur leurs traces, il faut qu'ils cherchent des témoignages de la vie de leurs ancêtres ici en Guyane. Donc je trouve qu'il y a malgré tout une espèce de réhabilitation sur cette mémoire. Briser le silence sur cette page noire de l'histoire des bagnes coloniaux français participe sans doute à alléger le poids du non-dit qui a pesé sur des générations et retisser les liens avec l'histoire et la terre des ancêtres. Je sais que j'ai de la famille en Algérie, mais... Vous le savez? Oui. C'était plutôt ma mère qui parlait de ça. On a des cousins, des frères, des cousins, des tantes et tout ça là-bas. Il nous a demandé de prendre une photo en souvenir de cet instant pour tisser un lien avec la terre de ses ancêtres. Ça m'a fait beaucoup plaisir de vous voir. J'espère qu'on ne jamais vu rencontrer votre... J'espère un jour on peut se rencontrer de nouveau en Algérie, à tous ceux qui me regardent, de chercher leurs descendants qui sont peut-être éparpillés à droite à gauche, essayer de renouer les contacts. S'il peut faire de même pour mon père, c'est la Lamia Abdallah. Vous êtes ému, pourquoi? Je vois pas les mots pour leur adresser. Si les descendants de déportés en Guyane aspirent à l'oubli,
En Algérie, l'attachement des descendants à leurs vieux reste fort. Ils entretiennent leur mémoire. Ali Belhout a porté jusqu'à la fin la Guyane en lui et l'a transmise à ses enfants. هو ساعة يقصر مع الدراري سورتو هذا ولادنا هذوك يهضر باللغة هذيك تاع الهيه مولا والله ما على بالي احنا هو دروك يقدر يقول لك ما يعني هو على بالي واش قال احنا ما على بالناش لو كلمة طابو ماشي بنا كاسي كوكو. Ali Belhout a été hanté par la Guyane jusqu'à son dernier souffle. فيني مقدم ساعة فيني مقدم ام باقي بين باقي. بالنسبة لبابا كاين جهنم تاع الدنيا والبعيد بعد والوحوش كلش والمرض. شو راني نشوف دابا الطمنوار راني نشوف كيلو كويدين نشوف الركان راه جبت في الحوت ليه جيب لي فرانش طروزي الكريك وكي تفكر يبكي كي تفكر الحرم اللي اختارنا قدامي لا راك تبكي قال لي شي اللي عجبته جهنمية قال لي جهنم. مودو باكا فلورين اباسا مكاديوم واي مودو باكا فلورين. Cette drôle de chanson que chantait Ali Belhout restera dans la famille en souvenir de ce grand-père qui a passé sa vie au bagne. Ali Belhout nous a quittés en 2007. Quant à Bakir Abismail, il vit avec le courrier de son père et ses dernières volontés. Des souvenirs douloureux. نعم قاعدين يرسلوه كانوا يسقسيو عليه. Ce sont des extraits des lettres de ses amis de Guyane. Je te félicite d'être papa d'un petit garçon. Tu ne dois pas regretter d'avoir quitté les Malgaches et la Guyane. Écris-moi de temps en temps. Merci d'avance pour les dates annoncées. J'étais très inquiet de votre silence. كل واحد يبعث له رسالة يقول له يذكر له واحد 10 من صحابه يقول له ها وفلان ويسلم عليك فلان ويبارك لك ويقول لك ولا يموت واحد له يبعثوا له يقولوا له ها ومات. Ici tout le monde pense à toi. Ali, Yasmina, Tahar, Beloussif, Addouri et les autres. Notre camarade Lamèche a été rappelé à Dieu. كان اسمه سعيد كيان معروف هكذا سعيد كيان. إن سمر قبل ما يموت قال لي بكر تديني للغابة. يا بابا كيف نديك الغابة؟ قالوا لي ما تدي قالت لي ما تديه. كان مكسل وكان قايار صحيح. جافي 15 واش درت؟ هشاك جبت له الدبة دخلتها له حتى لوين راه راقد لبستها ومن بعد قالت لي ما نعاونك فاكيرو كي طاح عليا باش طاح عليا وراح تشبك في الدبة واحد البوا حسيته ديتو للغابة حبط ما قدرش يمشي قاعد يمرد هذه قعدت لي قاعد يمرد في الارض ومن بعد قال لي اعطي لي الفاله واش دير بالفاله قال لي اعطي لي فاله قلت لك عطيت له الفاله وقعد هكذا وبدا يكسر الارض هذه دائما تبكيني هذه نشوفها انا بكي Pour les autres, ceux qui ne savent pas ce que sont devenus leurs parents déportés, ceux qui n'ont pas pu faire leur deuil, leur questionnement traverse le temps et leur souffrance est transmise de génération en génération. Quand on n'a pas fait son deuil, la blessure demeure. Donc on essaie de faire ce deuil déjà pour un soulagement personnel. Je sais que mon grand-père ou mon arrière-grand-père était là-bas. Et je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Donc ça va me poursuivre. C'est ce que laisse apparaître le courrier qui nous est parvenu après la diffusion de la série Les témoins de la mémoire, dont voici quelques extraits. Je cherche mes deux frères issus de mon père déporté en Guyane entre 1933 et 1946. Signé Amina, la fille du bagnard.
père et mon oncle ont été condamnés à la déportation en 1933. Leur peine a été doublée. 6 juin les documents de détention de Cayenne, si ça peut vous aider à retrouver des traces. Rachid de Sougr. Quand nous retirons un extrait de naissance, il n'y a pas de mention décédé. C'est peut-être le signe qu'il est encore vivant. Mohamed de Tébessa. Depuis toujours, j'ai entendu parler de mon grand-père qui était déporté à Cayenne. Aucune nouvelle de lui. Personne n'a su me dire ce qu'il était devenu. Peut-être a-t-il laissé des enfants là-bas. Messoud de Borj Bouaririj. Des cris qui traversent le temps de génération en génération. Combien d'Algériens ont-ils été déportés en Guyane? Combien sont-ils à être morts là-bas dans le silence? Combien et combien? Des questions qui interpellent le passé sur Cayenne ou l'histoire d'un enfer.